Madame, monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous. Je vous souhaite la bienvenue aux 20h. Sénatorial 2013, l'opposition camerounaise aux abois, le mouvement pour la renaissance du Cameroun dénonce la confiscation du Sénat par le régime en place. Maurice Kamto, le président du MRC, était face à la presse à Yaoundé. Et dans notre série consacrée à la célébration de la Journée internationale de la femme, le 8 mars prochain, je vous propose dans ce journal de découvrir des femmes d'un autre genre. Ce sont celles-là qui excellent dans des métiers dits réservés. Et Bara Djouchi est notre invité dans la seconde partie de ce journal consacré au débat avec le haut-commissaire de Grande-Bretagne au Cameroun. Nous parcourons l'actualité sociopolitique locale et même les questions de sécurité internationale. Je vous retrouve dans un très court instant pour les détails. Madame, monsieur, une fois de plus, bonsoir et merci de nous retrouver sur le 20h. Vous vous souvenez certainement de Mimboman, un quartier de la ville de Yaoundé, où des corps de jeunes personnes sans vie ont été successivement retrouvés. Eh bien, la reconstitution des faits qualifiés de crimes rituels a eu lieu dans la capitale politique du Cameroun. Une reconstitution à plusieurs questionnements. Les présumés auteurs portant des casques ont été baladés sur les sites où les corps ont été découverts. Les médias privés étaient interdits de couvrir l'événement. Des détails dans ce reportage de Marcelin Gangsop. Il y avait de l'électricité dans l'air à la découverte des présumés auteurs des crimes rituels perpétrés à Mimboman et ses environs. Les populations voulaient en découdre avec ceux qu'ils considèrent comme des criminels, ne méritant pas de vivre. De grossesse, quand une fille de 15 ans, une fille de 15 ans, est à l'âge de nourrir sa maman, depuis jeune de nourrir sa maman. Il n'y a quel argent là-dessus? Mais c'est criminel. Cette reconstitution des faits a réveillé certains souvenirs douloureux que les habitants ont jusqu'ici eu du mal à oublier. Des habitants choqués de ne pas voir les visages de leurs bourreaux, puisqu'ils portaient tous des casques destinés aux policiers. Autre curiosité, l'interdiction faite aux médias privés de couvrir cette reconstitution des faits comme s'il y avait quelque chose à cacher. Il y a le responsable de la communication de la délégation générale de la Sûreté nationale qui nous a refoulés complètement sur le terrain. Nous avons remarqué nos dispositifs sécuritaires. Il y avait des policiers, il y avait des gendarmes. Bien que tenus à bonne distance du théâtre des événements, on a pu observer que ces présumés auteurs des crimes rituels étaient moins nombreux que l'avait laissé croire le ministre de la Communication. Issa Chiroma Bakari avait, au cours d'une sortie médiatique, déclaré qu'il y avait eu une vingtaine d'interpellations. On a également pu observer que les différents sites où les corps avaient été découverts ont reçu la visite des enquêteurs. À l'instar de ce stade, situé à Mimboman 2, bloc 3, où le corps en décomposition d'une jeune fille avait été trouvé. En rappel, c'est en décembre et janvier dernier que plusieurs corps sans vie de jeunes filles ont été retrouvés à divers endroits dans les quartiers Mimboman, Komo et Biteng. La particularité de ces crimes résidait dans le fait que les corps des victimes avaient subi plusieurs mutilations. Depuis lors, leurs familles attendent toujours que les coupables soient punis, même si cela ne va pas combler la perte d'un être cher. De l'électricité dans l'air à Mimboman, un quartier de la ville de Yaoundé, de l'électricité dévastatrice dans les maisons d'habitation à Douala. Un enfant de 14 mois électrocuté. Le drame s'est produit ce matin au lieu-dit Forêt-Bar à Bonabéry. C'est un quartier de la ville de Douala 4e. Tout est parti des fils électriques qui traînaient au sol. La famille reste inconsolable. Robert Mokobe et Viviane Kamwa. Sylvana, 14 mois, vient de passer de vie à trépas. Elle a été électrocutée par un fil de courant qui traînait à même le sol. Sa famille est inconsolable. Comment est-ce arrivé? La maman, malgré la douleur, témoigne. Le courant traînait au sol là.
Subitement, il est passé avec l'enfant. Le courant allait pleurer. C'est comme ça que ça s'est passé, ça l'a frappé. Moi, au semblant pour l'enfant, ça m'a pris un côté. Une situation qui sera fatale pour la petite fille. On l'a amené à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on a réanimé fatigué. On a dit qu'il rentre à la maison pour chercher les habits de l'enfant, on l'amène à Bonassama. En revenant là-bas. Le décès de Sylvana pose le problème des branchements anarchiques effectués par les populations dans les différents quartiers. Et maintenant, notre vaste chemise sur les sénatoriales 2013 au Cameroun. Elections Cameroun, l'organe chargé de gérer les élections au pays, organise le vote. Les textes qui fixent les modalités viennent d'être signés par le directeur général des élections de l'ECAM. Voici l'économie de ces textes avec Yannick Mbazoa. La décision numéro 0643/ELECAM/DJE du 4 mars 2013 du directeur général des élections, Mohamed Sani Tanemou, organise les bureaux de vote à l'occasion de l'élection des sénateurs. 5 grands chapitres meublent cette décision. Le chapitre premier porte sur les dispositions générales, lesquelles définissent les préliminaires aux opérations de vote, les modalités de déroulement des opérations de vote, ainsi que les modalités de dépouillement du scrutin. Des préliminaires aux opérations de vote, en son article 2, on retient que chaque bureau de vote est doté d'une urne, d'un isoloir, des scellés, d'un sac poubelle, d'un encreur avec encre indélébile, d'un dateur, des stylos à billes, d'une lampe, d'une calculatrice, des 2 copies de la liste électorale, d'une copie de la décision fixant l'organisation des bureaux de vote, d'un exemplaire du guide des présidents et des membres des commissions locales des votes, des bulletins de vote de chaque parti politique en compétition, des procès-verbaux de dépouillement, des feuilles de pointage, des enveloppes appropriées et des fournitures des bureaux. S'agissant de l'ouverture du scrutin, il s'ouvre à 8h00 sur l'étendue du territoire national. Du rôle du président de la commission locale de vote, il est tenu de veiller à la présence permanente d'au moins 3 membres de la dite commission dans le bureau de vote où elle siège et il doit éviter de s'absenter lui-même pendant la durée du scrutin. À 18h précises enfin, le président de la commission locale de vote déclare le scrutin clos. À la clôture du scrutin, le bureau de vote où se déroulent les opérations de vote reste ouvert en vue du déroulement des formalités du scrutin. Des modalités de dépouillement du scrutin, le dépouillement s'effectue conformément aux dispositions des articles 108 à 115 de la loi 2012/001 du 19 avril susvisé. Quant aux dispositions diverses et finales, les éventuels troubles à l'ordre public et les mesures prises, le cas échéant, pour y faire face, ainsi que toute observation utile reçue ou formulée par la commission locale de vote sur le déroulement des opérations de vote sont consignés dans le procès verbal des travaux de la dite commission. Voilà ces conditions et autres modalités portant organisation des sénatoriales 2013 au Cameroun confortent le caractère obligatoire de ce scrutin. Le regret est émis par certaines formations politiques de l'opposition camerounaise au lendemain de la sortie du directeur général des élections Cameroun. Des détails avec Fabien Domo-Ondoa et Serge Alain Auto. Le 5 mars est donc jour de publication et début de consultation des listes électorales dans les différents démembrements d'Elections Cameroun, conformément à la loi. Si l'organisation en charge des élections au Cameroun donne jusqu'au 8 mars prochain la latitude aux électeurs sénatoriaux d'adresser quelques observations, dans l'opposition parlementaire camerounaise, le problème se trouve ailleurs et le reste constitue un non-événement. Le délai de 3 jours et tout ça, moi je pense que c'est un peu de folklore. Les électeurs sont connus. Quelles sont les observations qu'ils vont apporter et quelles sont les modifications qu'ils pourraient éventuellement apporter. Je pense que ça, c'est un peu de folklore. Le directeur de l'ECAM ne faisait que lire la loi. La loi est assez claire là-dessus. Il publie la liste. C'est pour savoir si il y a des fautes dans les noms, si l'administration territoriale qui est garant de cette liste-là, des conseillers municipaux, s'il y a des donneurs qui sont décédés, qui sont encore sur la liste, etc., etc. Donc c'est un exercice tout à fait normal et banal.
Autre fait à noter dans la décision de Mohamed Sani Tanimo, le directeur général des élections. C'est celui qui donne la possibilité à un électeur sénatorial de se faire assister par un électeur de son choix, lui-même inscrit sur la liste électorale du bureau correspondant. À l'Union démocratique du Cameroun, on n'y voit que de l'amalgame issu de la trop grande précipitation. Il n'y a pas de liste électorale actuellement au Cameroun pour choisir quelqu'un qui est sur une liste. Donc ça ne peut être qu'un autre conseiller qui va le faire à sa place. Donc vous comprenez donc que véritablement quand on prend des dispositions comme ça veut dire qu'on transforme ce vote en vote obligatoire, ce que le Cameroun n'a jamais connu. Alors que les états-majors de certaines formations politiques ont tous les regards rivés sur les préparatifs des sénatoriales, au Social Democratic Front, on continue de crier à un hold-up dans le calendrier électoral. Nous avons tendu la main et nous attendons maintenant de voir où nous allons. Et une fois qu'on aurait eu ce consensus-là ou cette concertation-là, on pourra prendre des décisions si le consensus atteint peut satisfaire une certaine avancée démocratique au Cameroun. Avec la publication des listes des électeurs sénatoriaux, le processus de mise en place de la deuxième chambre du Parlement camerounais est définitivement enclenché. Et le professeur Maurice Kamto condamne la décision de faire tenir les sénatoriales avant les municipales et les législatives. Le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun, en abrégé MRC, y voit une volonté de confiscation du Sénat par Paul Biya et son parti, le RDPC. Le président du MRC était face à la presse à Yaoundé. Marcelin Gangsop. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun condamne avec la dernière énergie la précipitation avec laquelle le président de la République a convoqué le corps électoral en vue de l'élection des sénateurs. Nous voulions exprimer notre plus ferme désapprobation et notre regret. Le MRC qui a choisi de faire la politique dans la paix, dans le respect des institutions et des lois de la République, ne comprend pas que l'on puisse effectivement prendre aussi facilement des libertés avec la législation nationale et nos engagements internationaux. Toutes choses qui, si elles étaient respectées, consolideraient la paix et conforteraient la démocratie dans notre pays. Pour le président du MRC, ce mauvais jeu orchestré par Paul Biya ouvre la voie à la confiscation du Sénat par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Cette anticipation du calendrier électoral perturbe le jeu politique national. On met en place un collège électoral constitué de conseillers municipaux en bout de parcours, en fin de parcours, qui, de l'avis du MRC, ne jouit plus d'une légitimité démocratique ou populaire, mais essentiellement d'une légitimité décrétale, puisque c'est par 2 décrets successifs du président de la République que leur mandat a été prorogé à ce jour. Nous avons été de fait disqualifiés, mis hors jeu pour les élections sénatoriales, puisque nous ne disposons pas de conseillers municipaux. Le plus urgent pour le MRC aurait été de compléter la mise en place des régions avant de procéder à l'élection des sénateurs. Cette sortie médiatique a permis au MRC de condamner les crimes rituels commis récemment à Mimboman et de dénoncer les délestages dont les conséquences ne se comptent plus, aussi bien dans les ménages que dans les entreprises. Et toujours en vue de ces sénatoriales annoncées pour le 14 avril de cette année, notons que les listes provisoires des électeurs sont affichées depuis ce matin dans les antennes communales, notamment dans le département du Vori. L'affluence des conseillers municipaux n'est cependant pas encore perceptible. Des détails avec Sylvestre Hippolyte Zangaou. Antenne communale d'Elekamadou à la 2e. Les listes provisoires des conseillers municipaux sont affichées depuis les premières heures de la matinée. Quelques électeurs sont venus les consulter, mais pas suffisant pour indiquer une certaine affluence. Le personnel de l'ECAM dans cette antenne communale poursuit tranquillement ce qu'il lui a signé au quotidien. Pour le reste, ce sont des personnes venues s'inscrire sur les listes électorales. Le chef d'antenne nous confie qu'en réalité, il n'y aura pas grand-chose à faire sur ces listes en cas de revendication. Il y a la deuxième, au départ 41 conseillers municipaux, donc au jour d'aujourd'hui on enregistre 4 décès et une décharge, ça fait que nous avons 5 conseillers de moins, donc ce qui fait la liste aujourd'hui effectivement à 36 conseillers municipaux. Les élections sénatoriales sont organisées pour la première fois au Cameroun,
Mais il faut déjà savoir que le jour du vote, le dispositif ne sera pas différent de celui des autres élections. C'est vrai que, n'est-ce pas, c'est les grands électeurs qui votent, mais la disposition de la salle ou bien le matériel, n'est-ce pas, du vote reste le même. Après la publication des listes provisoires qui donnent lieu déjà à la consultation par les concernés et donc matière à faire des revendications, ce sera certainement autour de, n'est-ce pas, la liste définitive. Et lors de l'établissement des cartes, n'est-ce pas, quand nous recevons ces cartes, nous allons toujours remettre ces cartes aux destinataires. À Douala 1er, l'ambiance n'est pas différente. Ce mardi, pas d'affluence. Ici, 41 conseillers municipaux seront appelés à voter le 14 avril prochain. Et nous parlons de toute autre chose. À présent, au Cameroun, 80% de la population cultive et ne parvient pas à se nourrir. C'est la conviction que partage le président régional de la Chambre d'agriculture pour le littoral. Il s'est exprimé à la faveur de la cérémonie d'ouverture de la foire aux semences ce mardi dans la ville de Douala. Dallas Tiana et Flavien Valondongo. Les semences, tant végétales qu'animales, vendues sur le marché sont pour la plupart frélatées. Des souches douteuses et celles qui existent coûtent cher. Nous ne faisons pas confiance en ce qui est vendu sur le marché local parce qu'on ne connaît pas sa provenance. Alors que ce maïs qui est en face de vous n'a pas de l'Irak. Comment est-ce que nos mamans vont acheter sur le marché local pour pouvoir semer à la première campagne? Tant que les conditions de travail ne permettront pas aux producteurs de se conduire jour et nuit comme un professionnel, plus de 80% de la population continuera de récolter les produits issus de la mauvaise sémence. Faudrait-il le rappeler? L'agriculture est depuis la création du monde la mère des métiers sur laquelle toutes les grandes nations se sont appuyées pour se développer. Et pour le Cameroun qui dit être sur la voie de l'émergence, la première édition de la foire des semences qui se tient à Bonanjo à Douala devrait être un exemple qui change la donne. Les agriculteurs achètent des semences frélatées dans le marché ainsi que des intrants parce que dans le marché maintenant, on trouve déjà les engrais granulés mélangés avec du sable. Nous, on a pensé pour contribuer aux efforts, apporter un peu de plus en organisant un marché spécial pour les semences. Ça veut dire qu'on regroupe tous les semenciers en un seul lieu pendant quelques jours et les producteurs peuvent venir s'approvisionner directement. La disponibilité et l'accessibilité aux semences et plans de qualité constituent un préalable. C'est un type de marché spécial qui rapproche le producteur du consommateur direct. C'est également pour empêcher la spéculation. Quand le Bayamselan va acheter la semence de maïs chez un producteur à Melon à 400, il vient au marché Sananga et vend à 900. La semence, en détenant le potentiel génétique de la plante, détermine la limite supérieure du rendement. Et là, l'on parlera alors de l'agriculture de seconde génération. Et maintenant, notre chemise consacrée à la célébration de la Journée internationale de la femme le 8 mars prochain. Rite de veuvage, inhumain service corporel, extorsion de biens, abandon et d'autres mots. Voilà le sort qui est le plus souvent réservé à la femme après le décès de son époux. Celles qui arborent désormais la dénomination de veuve se sont confiées à nos reporters Dallas Tiana et Étienne Pascal Azegue. Cela fait 17 ans que cette dame dit ne plus jouir des biens que lui a légués son regretté mari. La famille de ces derniers l'a mise à la porte de son domicile conjugal. Veuve Njo soutient pourtant s'être mariée officiellement depuis une vingtaine d'années. Après le décès de mon mari, ces gens m'ont agressé, me fait me mettre dehors, retenant même tous les effets que moi-même j'avais. Et puis, j'étais même mourante. Ils m'ont lancé les sons que je devais mourir. Ils disaient même qu'ils allaient enterrer. Donc ils savaient qu'ils ont déjà tout fini. L'affaire portée devant les tribunaux n'a rien changé à son quotidien. Il a laissé les maisons, il y a la location, il y a la grande maison que je vivais avec lui et des petits dépendants derrière. Je les ai amenés au parquet, j'ai gagné les procès gagnés. Ils sont là pour répliquer que je ne dois pas entrer. Alors qu'on a dit que je dois être réintégré dans mon foyer. La vie a également cessé d'être un long fleuve tranquille pour Dame Elon, qui dit avoir perdu son mari depuis 9 ans. Elle s'occupe ainsi de l'éducation de ses 6 enfants, sans le moindre soutien de sa belle famille. Ces femmes gardent par ailleurs de mauvais souvenirs du rite de veuvage, une pratique traditionnelle qui gagnerait à être humanisée. C'est une façon même de vengeance de la part de la belle famille dès que votre conjoint est décédé. Mais là, il faut que les femmes apprennent à dire non,
J'ai pris des garde-fous, c'est-à-dire les forces de l'ordre masquées, parce que c'était dans un village environnant dont je ne pouvais pas accepter qu'on m'impose quoi que ce soit. La 28e édition de la Journée internationale de la femme qui se célèbre le 8 mars est une opportunité qui s'offre aux veuves de porter à l'opinion leur souffrance au quotidien. Parité homme-femme au Cameroun, le sujet alimente les débats surtout en cette période consacrée à la célébration de la Journée internationale de la femme. Il est question de savoir s'il est possible pour une femme de s'affirmer pleinement dans son milieu social et professionnel dans une société d'inégalité. Tentative de réponse dans ce reportage signé Dani Warenzede et Sandrine Babo. La participation inéquitable des hommes et des femmes à la gestion de la vie publique et à la prise de décision reste d'actualité. Au Cameroun, 25 femmes sont députées sur 180, une vingtaine sont maires sur 360, une femme préfet sur 58 et aucune femme gouverneur de région. La représentativité féminine reste faible de l'avis des militantes pour l'affirmation de la femme. Ça doit être un problème de leadership. Parce que je crois que la femme camerounaise, malgré qu'elle ait prouvé qu'elle a les mêmes capacités intellectuelles que l'homme, malgré qu'elle s'est battue pour mettre en place certaines structures pour se défendre, pour protéger ses droits, elle n'a pas su, à mon sens, avoir plus de visibilité, elle n'a pas su s'impliquer un peu plus dans la société. Lorsqu'on s'interroge sur les facteurs pouvant expliquer cette situation, les causes ne se trouvent pas dans la réglementation. La femme n'a pas confiance en elle. Pourquoi? Parce qu'on a préparé la femme à être épouse, mère, mais on a oublié, pas qu'on a oublié, notre structure sociale a voulu que la femme se sente, se mette toujours en retrait. Il faut que les femmes osent. Au point de vue intellectuel, au point de vue, je sais pas moi, manière d'être, au point de vue, les femmes sont entreprenantes, les femmes peuvent faire beaucoup de choses, mais elles n'osent pas se mettre en avant. C'est ça le problème de la femme. Pourtant, les statistiques sont unanimes. Les femmes représentent 52% de la population et produisent 70% de la richesse du pays. L'écart qui sépare les hommes et les femmes au poste de responsabilité peut être comblé. Pour que ça change, il faut que la femme s'organise. Il faut qu'il y ait un lobby fort de femmes pour faire changer les choses. La parité, c'est un processus. Et il faut que les femmes s'approprient le thème de parité, mais à un haut niveau. Certes, la parité hommes et femmes n'est toujours pas une réalité, mais l'optimisme est de mise. Voilà la parité homme-femme au Cameroun. La réalité est loin du compte. Seulement, dans certains domaines dits réservés aux hommes, des femmes donnent du temps. C'est le cas de Régine Voptia, 32 ans, qui s'est reconvertie depuis plusieurs années dans la menuiserie. Nos reporters l'ont suivi ce mardi dans la ville de Douala. Je vous propose ces images de Jean-Johnny Mpek et de Sandrine Babo. Dans une autre vie, Régine Voptia était couturière. Aujourd'hui, elle s'est reconvertie dans la menuiserie. Elle en a fait sa profession. Je fais la menuiserie depuis plusieurs années. C'est un métier qui m'a beaucoup impressionné. Pour le moment, je suis déjà apte à la matière, même s'il faut faire n'importe quoi. Un choix de vie qu'elle assume depuis plusieurs années maintenant, en se rendant à son lieu de service tous les jours à 7h30. Je me lève souvent à 6h ou plus tard. J'apprête le petit déjeuner des enfants. Je les accompagne à l'école. On commence souvent à 7h30, 8h. Munie de l'équipement approprié, les pieds dans du copeau, c'est sans complexe qu'elle passe ses journées à modeler le bois. La menuiserie, un métier dit pour homme que Régine Voptia a appris sur le tas et qu'elle va renforcer à l'école. Mon père était menuisier. Donc, au fur et à mesure qu'il travaillait, moi-même, j'apprenais aussi. Il nous expliquait même comment il faut faire avec le bois, s'il faut rabouter, s'il faut scier. Ceci avec le soutien de son époux, lui aussi menuisier. J'ai eu la chance de trouver un mari qui est aussi menuisier. Donc au fur et à mesure qu'il travaille, ça m'a renforcé le travail. Quand elle a rencontré, elle connaissait un peu les notions en menuiserie. Donc j'ai eu juste le temps de la renforcer. Donc ce qui fait, ça fait déjà presque 14 ans. Compétente et dynamique, des qualités que cette mère de famille de 32 ans, originaire de l'ouest du Cameroun, met à la satisfaction des clients. La dame m'a impressionné avec sa façon d'aider le machiniste à tirer du bois. Par contre, les autres n'arrivent pas à le faire, bien qu'ils soient des hommes. Quant à l'idée de changer de carrière un jour, Régine Voptia ne l'entend pas de cette oreille. Au contraire, elle invite les autres femmes à dépasser les préjugés.
doit les encourager, que les femmes ne doivent plus dormir. Même les pousseurs qui travaillent dehors là, c'est aussi un... Voilà, c'est la menuiserie en politique. Comment s'intègrent les femmes? Quelles sont les chances de la gente féminine à prospérer lors des sénatoriales du 14 avril de cette année? Nul retorque celles qui sont imprégnées de la chose politique. Elles pensent que les hommes ont verrouillé le système. Étienne Pascal Azegue. Le 14 avril prochain, les conseillers municipaux seront appelés aux urnes pour élire les membres de la Chambre haute du Parlement camerounais. Il s'agira de l'élection sénatoriale. 70 places sont à pourvoir, mais il sera difficile pour les femmes de faire partie du Sénat au vu de la configuration et même du système politique qui entoure ces élections. C'est du moins l'avis de Marie-Louise Eteki Otabela. Ils vont faire quoi les sénateurs? Ils vont dire quoi? Le problème du Cameroun, je le dis depuis 17-15 ans que mon parti est constitué, c'est qu'on doit sortir du régime politique qu'on nous a imposé depuis 50 ans. Pour cette femme politique de première heure, le système a été verrouillé par les hommes au Cameroun. Déjà, il faut savoir que ce n'est pas juste un problème femmes et politique, c'est un problème femmes et pouvoir. Donc, la première chose qu'il faut noter, c'est que les femmes n'ont pas la même conception du pouvoir que les hommes. Il y a encore fort à faire pour que la gente féminine s'implique davantage dans la vie politique. Pour l'instant, son rôle se limite le plus souvent à l'animation lors des meetings politiques. Madame, Monsieur, c'est la fin de la première partie de ce journal. Je vous invite à nous retrouver dans la seconde manche consacrée au débat. C'est juste après l'indicatif. Vous faites bien de rester des nôtres, Madame, Monsieur. C'est la seconde partie de ce journal consacré au débat. Et comme annoncé à l'entame de cette édition, Barat Jossi est notre invité dans la seconde partie de ce journal. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le haut-commissaire de Grande-Bretagne au Cameroun. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Avec votre permission, nous allons commencer d'abord par évaluer la marche du processus électoral camerounais. On se souvient que vous avez fait un certain nombre de recommandations au lendemain de la présidentielle 2011 au Cameroun. Une présidentielle qui s'est déroulée avec des manquements. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment qu'il y a une nette amélioration dans le processus électoral camerounais? Oui, tout à fait. Le processus électoral, c'est un processus, c'est quelque chose qui évolue tout le temps. Nous avons vu avec les élections présidentielles des changements. Et je peux, par exemple, parler de l'ECAM qui, pour moi, a vraiment gagné de crédibilité pendant les élections présidentielles. Et selon nous, a gagné le droit d'avoir plus de responsabilités pour les élections dans l'avenir, qui inclut par exemple l'accréditation des observateurs, la publication des résultats, même, désolé, mais il y a des choses qui se sont améliorées. Oui, je pense qui a connu de vives critiques. Beaucoup de gens, beaucoup d'observateurs de la scène politique ont critiqué les méthodes de l'ECAM, l'immaturité de cet organe qui est chargé de gérer les élections. Est-ce qu'à ce jour, vous avez l'impression qu'il y a eu beaucoup d'améliorations, d'abord dans le travail qu'il serait appelé à faire, mais surtout dans le renforcement de ses capacités? Oui, tout à fait. Je peux dire qu'il y avait des doutes. Moi-même, personnellement, j'avais des doutes. Je m'en doutais du travail de l'ECAM. Mais j'étais, comme plusieurs autres diplomates, j'étais sur le terrain, je faisais l'observation et j'étais très impressionné par le travail que nous avons vu. Alors, vous avez le sentiment qu'ils peuvent faire mieux encore pour l'avenir? Bien sûr, il y a toujours on peut toujours améliorer quelque chose, mais j'ai l'impression que l'ECAM a eu un baptême de feu, mais a réussi de grande façon. C'est pour ça que nous disons qu'on peut donner même plus de responsabilité à l'ECAM pour gérer les élections dans l'avenir. Alors, comment avez-vous apprécié l'adoption du code électoral camerounais? Parce que le Cameroun a adopté un code électoral. Vous avez suivi tout le débat qui a entouré l'adoption de ce code électoral, un débat qui a manqué de beaucoup de consensus, tout le monde n'était pas d'accord. Oui, pour moi, le plus important, c'est qu'il y a ces débats qui s'est démarré sur le code électoral, sur le Sénat, par exemple, parce que ce sont des décisions qui restent avec les Camerounais. Et c'est les Camerounais qui doivent les discuter, doivent essayer de changer le système s'ils ne sont pas contents
de faire du lobbying de ces parlementaires, par exemple. Nous sommes, moi je suis toujours conscient que le processus électoral ici appartient au Cameroun, appartient à la population camerounaise, pas au gouvernement, et même moi, aux diplomates, soit aux observateurs indépendants. Vous mettez à l'écart, vous observez tout simplement. Nous observons, si nous sommes de demande et de conseils, nous l'offrons, mais oui, mais nous sommes, moi je suis convaincu que le processus ici améliore. C'est vrai que parfois on aimerait bien voir des changements plus vite, mais j'ai vu un processus dans les 3 ans et demi que je suis ici, des améliorations dans le système électoral. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui les revendications que l'opposition camerounaise formule sur les élections sénatoriales qui sont annoncées, notamment la légitimité des conseillers municipaux qui composent le collège électoral? Ils disent que ces conseillers municipaux n'ont plus leur légitimité. Est-ce que vous comprenez ce débat? Est-ce que ce débat mérite d'être mené aujourd'hui où les élections sénatoriales sont annoncées pour le 14 avril de cette année? Oui, tout à fait. Pour moi, le débat, c'est clé. C'est absolument clé d'avoir ce débat, d'avoir un débat ouvert entre la classe politique, aussi que la société civile, parce que ce sont des décisions qui restent très importantes pour l'avenir du pays. Alors, c'est le débat que j'admire, vraiment, je pense que c'est quelque chose de très positif. Mais je reconnais aussi que le chef d'État et le gouvernement essaient d'introduire, de réaliser quelque chose qui est clairement prévu dans la Constitution. Alors, je pense qu'il y a des décisions qu'il faut prendre. Il faut avoir ces élections, les élections sénatoriales, qui nous attendons depuis longtemps, mais en même temps, il y a des questions réelles qui ont été posées par l'opposition, quelques parties de l'opposition, et aussi que la société civile. Tout à fait. Alors, mais vous qui observez peut-être à l'écart la scène politique camerounaise, est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire de faire passer d'abord les élections municipales et législatives avant les sénatoriales? Ça surtout, ce n'est pas une question pour un observateur indépendant comme moi. Ça, c'est vraiment une question pour les Camerounais. C'est la population camerounaise qui doivent discuter et doivent essayer de... S'ils pensent, si la population camerounaise, les voteurs, pensent qu'il faut avoir les élections municipaux et législatives avant, il faut convaincre le système politique. Mais est-ce que vous pouvez être amené à faire des recommandations, des conseils, à donner des conseils pour qu'il y ait un véritable dialogue avant ces élections? Est-ce que vous l'avez fait? Non, pas pour l'instant. Ça, c'est un débat qui vient de se démarrer. Nous sommes vraiment au début. C'est vrai qu'il n'y a que 6 semaines pour avoir le débat, mais c'est un débat très important. Pour moi, c'est très important que le Sénat ajoute de valeur au système de gouvernance du Cameroun. Et ça, c'est une autre question qu'il faut demander. Qu'est-ce que le Sénat va faire? Et nous attendons les réponses. Voilà, on attend de voir ce que le Sénat va faire. On attend de voir les élections sénatoriales qui sont annoncées pour le 14 avril de cette année. Est-ce que vous pensez que le Cameroun est un pays dangereux par rapport à la sécurité? Comment est-ce que vous avez apprécié l'enlèvement des touristes français à l'extrême nord du Cameroun? Oui, tout d'abord, je dois exprimer notre solidarité avec la famille et les amis et la population de la France. C'était vraiment un incident horrifique. C'est quelque chose... La Grande-Bretagne a aussi souffert à cause du terrorisme, avec des attaques à Londres, à New York, et même il y a des otages britanniques qui ont été pris. Alors nous exprimons notre solidarité. Je pense que est-ce que le Cameroun, c'est un pays dangereux? Il y a eu des attaques terroristes à Londres. On ne peut pas dire que... parce qu'il y a un enlèvement que le pays devient oui, dans l'insécurité. Et nous nous inquiétons. C'est sûr que nous nous inquiétons avec cette attaque dans l'extrême nord. Nous sommes très conscients, nous avons des responsabilités à nos citoyens, comme chaque pays. Alors nous devons prendre soin de nos citoyens et de leur donner des conseils de voyage qui est vraiment direct, qui est à point. Vous comprenez quand même les efforts que les pouvoirs publics camerounais font pour sécuriser les frontières? Oui, tout à fait. En fait, moi, je
Je prévois une visite à l'extrême nord dans les prochaines 2 semaines pour voir moi-même la situation là-bas. Et je suis c'est sûr que le gouvernement a bougé, on a envoyé de la bière, des soldats, des gendarmes, etc. pour protéger, et pas seulement dans l'extrême nord. Je vois que même à Kribi, même à Limbé, il y a eu des pas qui étaient pris par le gouvernement pour protéger les gens. Baradjouchi, puisque le temps nous tient pratiquement à la gorge, très rapidement, il y a un débat qui dérange au Cameroun, celui de l'homosexualité. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je suis, comme vous savez, la Grande-Bretagne a une position très claire comme nos partenaires européens. Nous croyons que les adultes qui choisissent de vivre avec quelqu'un de même sexe ne posent pas un problème à notre société. Et en fait, ce sont des gens qui peuvent contribuer au développement de nos pays. Alors, nous avons une position tout à fait différente que le Cameroun. Est-ce que vous acceptez tout de même la position du Cameroun? Est-ce que vous êtes prêt à défier et les lois et les mœurs traditionnelles et la religion qui ont cours dans un pays comme le Cameroun pour imposer cette promotion? Non, nous n'imposons rien. Il faut dire, ça c'est une décision pour le Cameroun. Et nous, bien sûr, nous avons un point de vue que nous exprimons quand c'est demandé, que nous exprimons, par exemple, avec le gouvernement. Nous ne pensons pas que ces gens posent un risque à la société camerounaise. Je pense, et cette semaine, bien sûr, c'est la semaine pour la femme. Et pour moi, un problème plus grave pour le Cameroun, c'est le traitement des femmes. La violence contre les femmes est beaucoup plus sérieuse que l'homosexualité. Alors, la position du chef de l'État camerounais, lorsqu'il était en séjour en France sur la question de l'homosexualité, vous a-t-elle paru assez précise? Oui, et c'est sûr que dans la société camerounaise, il y a des points de vue très différents parmi. Nous attendons toujours, je suis convaincu en fait qu'il y aura des changements dans la société camerounaise et dans l'avenir, l'homosexualité sera acceptée. J'en espère. Vous espérez? Oui. D'accord. Il y a une question qui traverse l'esprit. Pourquoi est-ce que le Premier ministre britannique ne sollicite pas une destination comme le Cameroun, alors qu'on se souvient qu'en 2004, le chef de l'État camerounais a fait le déplacement de Londres? Oui, et nous attendons toujours une visite. J'espère bien. Ça fait presque 4 ans que je suis au Cameroun. Je vais partir en septembre et j'aimerais bien avoir une visite cette année. Quand j'ai eu une audience avec le chef d'État en décembre 2012, je lui ai dit clairement qu'il est toujours bienvenu avec nous. Nous sommes des partenaires proches, nous travaillons, nous avons des relations, des liens historiques et profondes entre nos 2 pays. Alors, le chef d'État aussi que son gouvernement sont toujours bienvenus en Grande-Bretagne. Je sais très bien que le Premier ministre a visité en 2010. Il était le premier Africain qui a rencontré William Hague, notre ministre qui est responsable pour les affaires étrangères. Il a aussi rencontré Sa Majesté la Reine. Alors vous pouvez voir que les relations entre nos 2 pays restent amicales et profondes. Alors, quel est le regard général que la Grande-Bretagne jette sur le Cameroun? Oh non, il y a beaucoup de... c'est positif, c'est sûr. Hein. Le Cameroun est bien connu en Grande-Bretagne, surtout grâce à Roger Miller pour le football, mais c'est un pays qui nous connaissons et avec l'histoire qu'il est. Alors, comment est-ce que vous pouvez évaluer l'apport de la Grande-Bretagne au Cameroun en termes d'économie, en termes de culture et même en termes de l'éducation? Oui, nous sommes très, très impliqués. Nous sommes ici depuis longtemps. Nous travaillons dans chaque domaine. Je pense que actuellement, le plus important pour nous comme Haut Commissariat, c'est le volet de domaine de commerce, où le Cameroun a un objectif de devenir un pays émergent avant 2035. Nous sommes très impliqués dans c'est un grand défi. Est-ce que vous comptez faire davantage, booster
cette coopération bilatérale entre le Cameroun et la Grande-Bretagne? Oui, tout à fait. Nous avons des entreprises qui sont très impliquées. Nous avons Guinness, nous avons Standard Chartered Bank. Il y a des sociétés qui travaillent dans le secteur pétrolier, comme Boliven, Dana Petroleum, qui travaille à Bakassi. Il y a une entreprise, Jules Afrique, qui va construire un barrage de 600 MW dans le nord-ouest. Alors nous sommes très impliqués. Et ça, c'est quelque chose qui ajoute de valeur au Cameroun, qui va fournir de l'électricité, qui va fournir des travaux, parce que les entreprises britanniques essayent de toujours employer des Camerounais pour soutenir leurs entreprises. Voilà, et puisque nous sommes dans un média, et c'est ce dernier aspect que je vous propose d'aborder, déjà, quelle est l'idée que vous vous faites des médias privés camerounais? Je pense que nous soutenons la média beaucoup. Je vois une média qui est assez libre, mais qui n'est pas toujours très responsable. Mais partout, il y a des journalistes de bonne qualité. Et pour nous, on a besoin d'un grand changement, si vous voulez, dans le système de gérer la média. Nous aimerions bien voir la décriminalisation des offenses, exactement, qui reste un grand déficit, mais en même temps une initiative de former la presse. Et nous avons salué le forum qui a été eu en novembre, la convocation en décembre de l'année passée. Exactement, qui a bien marché. Il y a le conseil, nous travaillons avec le conseil de communication. Exactement, et nous avons beaucoup d'espoir que ça va vraiment changer, livrer un système, une média qui est libre, responsable, qui ajoute quelque chose au développement du pays et à la démocratie, parce que la média reste un des piliers clés. Tout à fait, de la démocratie. Barat Joshi, qu'est-ce que vous fonde à croire que la presse camerounaise est libre au moment où beaucoup d'observateurs pensent qu'elle est dans une sorte d'enfermement? Oui, je pense, si vous voulez, pour moi, le plus grand problème, c'est que nous avons une presse il y a une part de la presse qui est corrompue. C'est sûr, il y a des gens qui prennent de l'argent pour faire des histoires. Parfois, on voit on peut lire, soit voir sur la télévision des émissions qui sont très professionnelles, qui ajoutent de valeur. Parfois, il y a des choses qui ne sont pas du tout vraies et qui vraiment détruisent la confiance du gouvernement et de la public dans la presse. Et c'est ça qui doit changer. Nous avons besoin d'une presse qui ajoute, qui vraiment soutient le développement du pays. Et je pense que nous ne sommes pas là. Maintenant. Voilà, vous êtes à Equinox Télévision, c'est une chaîne que vous connaissez depuis combien d'années? Oui, depuis 3 ans. Et qu'est-ce que vous en pensez? Non, je suis très impressionné. Je peux dire que une des choses que j'aime beaucoup, c'est de venir à Douala, où je pense, si Yaoundé est la tête du Cameroun, c'est Douala qui est le cœur. Et je viens souvent et je vois qu'ici, vraiment, il y a un média qui est dynamique et qui livre un produit pour la population qui est très, très intéressante. Et Equinox, qui vraiment est une station privée, je salue ce que vous avez fait. Merci Barat Joshi. Je rappelle que vous êtes le haut-commissaire de Grande-Bretagne au Cameroun. Merci d'avoir accepté ce plateau. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés au thème de ce journal. Restez connectés sur les programmes d'Equinox Télévision. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h. Bonsoir.